L'émission politique de France Info. Bienvenue à tous. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Nicolas. Guy Birenbaum, Bonjour. Gilles Bornstein sont là également. Votre invité ne votera pas la primaire de la belle Alliance populaire, a priori. Et non, bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Vous êtes délégué général du mouvement En Marche, c'est le mouvement d'Emmanuel Macron. Vous êtes député socialiste encore du Finistère, on peut le dire comme ça, vous êtes encore député socialiste. Absolument. Vous n'avez pas souvent l'occasion, Richard Ferrand, Emmanuel Macron non plus, d'évoquer les sujets de terrorisme et de sécurité en général. L'événement qui s'est produit à Berlin lundi soir nous en fournit l'occasion. Quelle analyse faites-vous de cet attentat et de la situation en général face au terrorisme ? D'abord, évidemment, je voudrais exprimer le sentiment d'horreur qui nous a tous atteints lorsqu'on a pris connaissance de cet événement. Ça nous a ensuite fait revivre ce que nous-mêmes en France, nous avions subi. J'ai ensuite en particulier un lien proche avec l'Allemagne. J'y ai fait mon lycée, j'y ai toujours beaucoup d'amis. Je suis très investi dans le groupe d'amitié franco-allemand de l'Assemblée nationale. Donc il est évident que ça a suscité une émotion extrêmement forte. Ouais. Après, nous sommes conscients que dans cette période, et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé hier encore, il nous faut continuer à renforcer la sécurité des lieux touristiques, des lieux qui, à la période de Noël, font que beaucoup de concitoyens se rendent sur les marchés, dans différents endroits. Mais ceci nous rappelle aussi l'impérieuse nécessité à la fois de recréer les unités territoriales de renseignement. Il faut que les forces de sécurité soient mieux informées. Et il faut aussi, au plan européen, ça Emmanuel Macron a eu l'occasion de le rappeler plusieurs fois, qu'une meilleure coordination soit mise en œuvre entre les services. Car on sait chaque fois, après les investigations qui sont faites, qu'il y a encore des carences dans la coopération entre les services de sécurité et de renseignement européens. Nous n'avons pas d'informations précises sur l'auteur de cet attentat. En fait, personne ne sait qui conduisait ce camion lundi soir. Donc, sans vouloir faire d'amalgame, il y a aujourd'hui en Allemagne un débat qui fragilise Angela Merkel autour des migrants. L'Allemagne en a-t-elle accueilli trop ou pas? Dès le mois de février dernier à Munich, le Premier ministre français de l'époque, Manuel Valls, déclarait ceci qui avait surpris et que nous écoutons ce matin. Manuel Valls à Munich le 13 février dernier. La France n'a pas fait d'appel, n'a pas fait un appel pour accueillir des centaines de milliers de migrants et de réfugiés. Mais nous ne jugeons pas l'Allemagne, nous sommes solidaires de l'Allemagne dans ces conditions très difficiles. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire, l'Europe, la France et donc l'Allemagne ne pourront pas accueillir tous les réfugiés, tous les demandeurs d'asile qui viennent des conflits comme la Syrie. Ce type de propos du Premier ministre fait consensus ou vous avez, vous, en tant que... J'ai souvenir à l'époque que j'avais été, différente. sans doute par la sensibilité que je vous indiquais, était un peu heurté, au fond, qu'un chef de gouvernement français aille en Allemagne, même s'il dit bien, je ne juge pas l'Allemagne, mais enfin faire un peu la leçon. Qu'aurions-nous dit, nous, si un chancelier ou une chancelière d'Allemagne était venu en France nous expliquer comment nous devons gérer nos affaires? Mais enfin, l'enjeu, d'abord, l'amalgame que certains partis allemands essayent de faire, les partis racistes, extrémistes, entre le devoir humanitaire vis-à-vis des migrants et ce qui vient de se passer, est juste répugnant. Car au fond, il faut songer que la guerre en Syrie, c'est déjà 300 000 morts, c'est des centaines de milliers de personnes traumatisées, torturées, c'est 4 millions de personnes jetées sur les routes, des femmes, des enfants, des hommes. Et nous, l'Europe, qui voulons porter les valeurs qui sont les nôtres, nous voudrions fermer nos portes, nous voudrions faire en sorte que ces gens qui fuient la mort ne puissent pas être accueillis. Et quand ensuite il y a ces événements criminels de terrorisme, voilà que l'on ferait un amalgame. Non, je crois véritablement... Sous une éventuelle présidence Macron, oui, la France continuerait à accueillir en nombre des réfugiés et des demandeurs d'asile? Sur ces questions, Emmanuel Macron a eu l'occasion plusieurs fois de rappeler quelles étaient ces trois grandes priorités. D'abord, c'est de dire qu'il faut continuer la lutte contre Daesh. On gagne petit à petit du terrain. Jean-Yves Le Drian a eu l'occasion de le rappeler, mais c'est long. Deuxièmement, il y a évidemment un devoir humanitaire. On ne peut pas, quand on est la France, quand on est l'Europe, être indifférent au sort de ceux qui sont Donc plutôt Merkel jetés... que Valls, de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, plutôt Merkel que Valls, mais sans doute dans une mesure qui fasse que, précisément, l'intégration soit possible. Il ne s'agit pas
d'ouvrir en quelque sorte les portes s'il n'y en a pas derrière des garanties de bonnes conditions d'accueil ou encore d'intégration de ces populations. Il manque une voix qui porte sur ce discours-là, d'accueil, d'humanitaire. Eh bien, vous avez celle d'Emmanuel Macron que je porte ce matin. Mais j'ai pu voir, moi, en Finistère précisément, comment des familles syriennes ont été accueillies dans des communes, souvent petites d'ailleurs, et comment les enfants sont scolarisés, comment les familles s'intègrent, et qu'on songe que nous avons à peu près accepté 20 000 réfugiés. Nous avons 36 000 communes. Donc si on mesure notre effort de la sorte, on voit bien que nous sommes en capacité tout de même de relever les défis qui fondent même notre pays. Ceci dit, Angela Merkel le disait hier, puisque, je le répète, nous ne savons pas qui conduisait ce fameux camion à Berlin. Elle le disait, ce serait quand même terrible, très cruel, et sans doute, voulait-elle le dire, ce serait une remise en cause importante de la politique à imaginer s'il apparaissait que c'est quelqu'un qui a profité de ce flux migratoire pour rentrer en Allemagne, obtenir un accueil et ensuite commettre un acte tel qu'il a été commis. Bien, évidemment, parce qu'on voit bien comment les choses pourraient se passer s'il s'avérait, car vous l'avez dit justement, nous ne savons rien à ce stade. Mais s'il s'avérait que ce soit quelqu'un qui se soit infiltré dans le cadre de l'accueil humanitaire que l'Allemagne a donné aux Syriens, on voit bien l'exploitation qui en serait faite immédiatement. Elle est déjà faite. Et on voit bien que politiquement, ce serait pour la chancelière allemande difficile de tenir, de résister en quelque sorte. Peut-être que ça nous amènerait nous aussi à réviser notre discours, si cela se produit. C'est bien possible, mais enfin, vous savez, d'abord, on ne sait rien, et deux, si par extraordinaire ce devait être un terroriste infiltré, finalement, c'est ça la thèse pensable, est-ce que cela viendrait gommer les 4 millions de gens qui sont jetés sur les routes? Est-ce que cela viendrait gommer les 300 000 morts de Syrie? Moi, je ne le crois pas. Il faut évidemment être très lucide, il faut être vigilant, pas naïf, mais il faut tout de même rester humanitaire dans cette affaire. On continue le débat dans un instant. Richard Ferrand, un tour par l'info avec Victor Maté. 2 jours après la décision de la Cour de justice de la République qui a reconnu Christine Lagarde coupable en la dispensant de toute peine, Manuel Valls réagit. L'ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la gauche propose de supprimer l'institution. La Cour de justice donne le sentiment d'une justice à 2 vitesses qui protège ceux qui gouvernent, dit Manuel Valls sur Europe 1. 2 mois et demi après la violente agression de policiers à Viry-Châtillon, le gouvernement tente de répondre à leur colère. Comme promis, les règles de la légitime défense devraient être élargies. Présentation du texte en Conseil des ministres. Comme les gendarmes, les policiers devraient pouvoir ouvrir le feu pour défendre des personnes, arrêter un fugitif ou immobiliser un véhicule. À Berlin, l'enquête semble relancée après l'attaque au camion de lundi soir. 12 morts sur un marché de Noël. La police allemande a relâché le principal suspect, l'auteur de l'attentat, revendiqué hier soir par Daesh et donc toujours en fuite. À Berlin, 800 personnes, dont Angela Merkel, se sont réunies pour un hommage aux victimes. La disparition de l'un des plus beaux regards du cinéma français, l'actrice Michèle Morgan avait 96 ans. François Hollande salue une légende du cinéma. Au lendemain de l'énorme carambolage en Vendée, la voie rapide a pu rouvrir ce matin dans le sens Sables-d'Olonne. La Roche-sur-Yon, elle est toujours fermée dans l'autre sens. Une enquête doit déterminer les causes de cet accident qui a fait 5 morts. France Info. Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement En Marche, est toujours l'invité de l'émission politique de France Info, Gilles Bernstein. Oui, la campagne avance à grands pas et on se demande toujours d'où Emmanuel Macron va mener cette campagne. Je voudrais qu'on revoie et qu'on réentende ce qu'il disait le 6 avril à Amiens quand il a lancé son mouvement En Marche. J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique nouveau. C'est-à-dire, c'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Alors vraiment, pas à droite, pas à gauche, vous êtes député socialiste, lui? Oui, d'abord, vous avez bien fait de remettre cette vidéo, parce que ça évite que des bêtises soient racontées. C'est pour ça qu'on l'a mise. Emmanuel Macron, justement, n'a jamais dit ni de droite ni de gauche. Il a dit « je vais créer un mouvement qui ne sera pas situé à droite ou qui ne sera pas situé à gauche ». La différence est ténue. Non, elle n'est pas ténue. Un art de la nuance particulière. Je sais que vous êtes rigoureux. Ça signifie simplement que le mouvement que Emmanuel Macron a lancé le 6 avril à Amiens a pour but de rassembler des Françaises et des Français d'identités politiques différentes, d'origines politiques différentes, qui ont choisi de s'investir parce que les clivages ont bougé aujourd'hui
et parce qu'il convient aujourd'hui de renouveler l'offre politique. Vous savez, hier soir, nous nous réunissions dans ce que nous appelons notre comité politique. Il y avait là des parlementaires socialistes, il y avait là Jean Arthuis, ancien ministre, il y avait Centriste de droite. Centriste de droite, oui. Oui, mais les centristes, ils sont là... toujours un peu là où va le vent, quoi. C'est-à-dire, vous n'avez pas des républicains, par exemple. Je ne vous trouve pas très aimable pour M. Arthuis, mais... Non, je ne visais pas M. Arthuis en général, mais c'est vrai que les centristes, vous voyez bien qu'ils sont un peu ballottés, là. Non, vous savez, je crois qu'il y a une constante dans un certain nombre d'engagements. Vous savez, ça fait bien longtemps que, par exemple, l'engagement pour l'Europe n'avait pas été défendu et avait même pas provoqué un enthousiasme populaire, une standing ovation, comme ça a été le cas à la porte de Versailles samedi dernier. Ça ne veut plus rien dire, droite et gauche. Emmanuel Macron l'a défendu. Donc je crois que ce qui rassemble, c'est justement le combat européen, la nécessité européenne, et c'est cela qui rassemble, y compris des gens qui viennent du centre et de la droite. La droite est solide, la gauche est en crise. Voilà, c'est plutôt ça l'histoire. Oh, la droite est solide. Regardez la primaire. Elle est plus solide que la gauche. Écoutez, la droite est solide. Je constate quoi? Je constate que, à peine investi par son camp, ouais. M. Fillon commence à faire du rétropédalage sur son programme, qu'il peine à rassembler, que sur le cumul des mandats, ça commence à branler dans le manche. Si vous voulez, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de solidité pour ma part. D'ailleurs, ces primaires, nous l'avons dit depuis le début, c'est la démocratie en trompe-l'œil. Car finalement, on fait un casting, on fait une sorte de programme, on se fait investir, et ensuite on commence à rétropédaler. Au fond, c'est la première trahison démocratique, pour essayer d'élargir sa base. Voilà, au fond, en quoi ces primaires discréditent, nous semble-t-il en tout cas, la parole publique. 4 400 000 personnes qui se déplacent dans 10 000 bureaux de vote, c'est pas mal quand même. Pas mal. Non, mais je ne dis pas que cela n'a pas attiré... C'est pas mal. Ça n'a pas attiré l'intérêt de beaucoup de Françaises et de Français, mais le résultat... Le résultat, c'est qu'à peine investi, on a commencé à nous expliquer que ce qui avait été dit sur la sécurité sociale, sur le non-cumul des mandats, etc., commençait à être révisé à la baisse. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aussi vrai que nous avons spontanément tendance à aller donner notre avis quand on le demande. Mais si c'est ensuite pour se sentir trahi, dès qu'on a investi ou voté, je ne pense pas que cela renforce la crédibilité de la parole publique. Guy Birenbaum. Alors, on a bien compris que les lignes bougeaient. Alors, la question, c'est jusqu'où bouge-t-elle, puisque fin août, on a vu M. Macron avec Philippe de Villiers au Puy du Fou. Alors, on connaît les positions de Philippe de Villiers sur un certain nombre de sujets, sur l'islamisation, sur quasiment la collaboration des autorités françaises avec le radicalisme djihadiste. Je ne parle pas de ses positions sur les questions de société, l'avortement, etc. Je pourrais faire une longue question. Est-ce que c'est vraiment opportun d'aller avec Philippe de Villiers devant les caméras ? Bon, d'abord, les caméras, c'est pas vous qui les dirigez. Hein. Les déplacements d'Emmanuel Macron. C'est elle qui... Il était volontaire. On l'a pas attaché. On l'a pas torturé. Je vais vous répondre, si vous voulez bien. Avec plaisir. Emmanuel Macron s'est rendu au Puy du Fou, en revenant de vacances sur la côte basque, avec la volonté à la fois de saluer une entreprise culturelle qui, quoi qu'on en dise, a un grand succès. C'est pas ma question. Mais c'est ma réponse, mais je vais la compléter. À la fois pour saluer un entrepreneur culturel et à la fois pour regarder comment les choses se passaient. Ce que j'ai eu l'occasion, moi, de dire à Emmanuel Macron, c'est que, un peu comme le disait Pierre Desproges, on peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. Et par conséquent, certes, Emmanuel Macron, ce jour-là, a eu l'occasion de dire qu'il n'était pas membre du Parti socialiste, ce qui est juste exact. On en a fait des tonnes, mais c'était une vérité première. Simplement, j'aurais trouvé sans doute mieux qu'il le dise devant le groupe socialiste plutôt qu'en compagnie. Donc, je n'ai jamais pensé, monsieur, que vos questions étaient idiotes. Mes réponses le sont peut-être. C'était une... donc c'est une petite faute. Réponse, c'est intéressant. Petite faute de quart d'Emmanuel Macron. Non, expression de sa liberté. Faute de quart. Expression de sa liberté. Oui. Où en êtes-vous dans les parrainages concernant Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle? Il en faut 500. Il en faut 500. Donc, vous en êtes où? Je vais vous dire, nous sommes à la fois... nous ne sommes pas inquiets, mais nous sommes vigilants. Nous ne sommes pas inquiets en ce que... Mais je pense que c'est le cas de nombre de candidats. Nous ne sommes pas inquiets car chaque jour, les parrainages arrivent. Mais vous savez bien que la règle a changé, puisqu'il va falloir, au-delà des promesses, que ces promesses se convertissent en engagement au mois de février, et qu'il faut ensuite veiller, car cela va être rendu public, que celles et ceux qui ont fait promesse ne soient pas inhibés en quelque sorte par la publicité qui est faite à cela. Et vous en êtes où là? Quel chiffre? Plusieurs centaines sont d'ores et déjà enregistrés. Plusieurs centaines, ça peut être 500. 200, 400. 400 voilà. 400 parrainages. Oui. Donc vous êtes tout près du guide presque. Non,
Nous, ce que nous voulons, c'est en avoir 1000, 1500. D'abord pour rassembler fortement et ensuite, de manière très pratique, pour veiller qu'au moment des conversions, il n'y ait pas de déperdition fatale. Vous aurez l'argent pour mener campagne, puisqu'on apprend ce matin dans le Canard enchaîné que le Front National recherche ou a obtenu le soutien de banques russes. Vous avez l'argent, vous? Nous, en tout cas, on n'aura pas besoin de se placer sous l'influence de la Russie. Simplement, nous sommes aujourd'hui plus de 11 000 donateurs et nous avons récolté un peu moins de 4 millions d'euros. D'accord. Il en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus, il en faut au moins tout autant sur les quelques mois qui viennent, au début de l'année 2017, et ensuite les choses se font par emprunt auprès d'une banque française, et tout ceci en transparence. Car voyez-vous, je suis frappé que dans notre pays, lorsqu'on prend une initiative politique nouvelle, on est condamné à l'excellence ou à l'inexistence. Nous sommes sous tous les regards, nous devons rendre compte de tout, et c'est très bien. Ça s'appelle la démocratie. Et ce que j'aimerais, c'est que ce niveau d'exigence salutaire soit le même pour toutes et pour tous. C'est ce qu'on fait ici, en tout cas. Emmanuel Macron a dit il y a quelques mois qu'il était plus facile de trouver un client que de trouver un employeur. Pensant à la nouvelle économie, à ce qu'on appelle l'Uber économie, là on voit que les chauffeurs d'Uber trouvent des clients, mais à 4 € de l'heure. Est-ce que c'est mieux finalement? Est-ce qu'il suffit d'un slogan pour transformer le modèle du salariat? Non, bien sûr que non. La réponse est contenue dans votre question. Un slogan ne change rien. Simplement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes qui n'avaient pas de débouchés sur le marché de l'emploi, mais qui souhaitaient prendre un certain nombre d'initiatives, étaient jusque-là bloquées. Donc, ces initiatives, vous citez le cas des transporteurs, enfin des taxis Uber, ont eu l'occasion de faire cela. Aujourd'hui, on se rend compte ils se rendent compte que c'est pas si facile non plus. Non, mais que c'est pas facile, mais deux, que c'est insuffisamment rémunérateur. Du coup, ils se mettent en lutte. J'ai envie de dire, c'est les rapports sociaux et contractuels normaux qui s'expriment lorsque les choses sont déséquilibrées. Et donc, il faut que celles et ceux qui ont déjà eu l'initiative de se lancer dans ce transport, gagnent leur vie. Et c'est normal que lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils expriment leur mécontentement et qu'il y ait des conflits. La mobilisation des chauffeurs Uber dans l'actualité, le reste de l'info avec vous, Victor Maté, 8h50. L'hommage hier soir à Berlin, Angela Merkel et 800 personnes réunies dans l'église du Souvenir pour saluer la mémoire des 12 morts de l'attentat de lundi, fauché par un camion sur un marché de Noël. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat. L'enquête, elle, ne fait que débuter. Le principal suspect a été relâché. Le tueur est donc toujours en liberté. Au Mexique, le bilan provisoire fait état désormais de 31 morts et 72 blessés à Tultepec, près de la capitale Mexico. Une série d'explosions s'est produite sur le plus grand marché de feux d'artifice du pays. Les images sont impressionnantes avec des détonations dans le ciel et un nuage multicolore. La proposition choc de Manuel Valls, supprimer la Cour de justice de la République, symbole d'une justice à deux vitesses qui protège ceux qui nous gouvernent, dit l'ancien Premier ministre, désormais candidat à la primaire de la gauche. Réaction sur Europe 1 2 jours après la décision de la Cour de justice qui a reconnu Christine Lagarde coupable en la dispensant de toute peine. La décision historique de Barack Obama sur l'environnement. Un mois avant son départ de la Maison-Blanche, le président américain annonce la mise en place, avec le Canada, d'une interdiction permanente de nouveaux forages gaziers et pétroliers dans les eaux de l'Atlantique et de l'Arctique. L'objectif, préserver la biodiversité. Le texte ne devrait pas pouvoir être modifié par Donald Trump. L'environnement en France, avec ce nouveau pic de pollution à Grenoble aujourd'hui. Conséquence, la circulation, qui avait pourtant repris normalement lundi, est à nouveau limitée sur certaines routes, pas plus de 70 km/h contre 90 habituellement. France Info. Richard Ferrand, invité politique de France Info ce matin, soutien d'Emmanuel Macron. Jean-Michel Apathy. Quand est-ce qu'on connaîtra le programme d'Emmanuel Macron? Écoutez, si vous avez lu attentivement tout ce qu'il a produit depuis quelques mois, je pense que vous en avez déjà une bonne connaissance. Non, il n'y a pas tout. Quand est-ce qu'on connaîtra la totalité? Nous avons indiqué que nous allions progressivement faire connaître l'ensemble de nos propositions pour faire en sorte que mi-février, fin février, il y ait ce que nous avons appelé le plan de transformation qui soit parfaitement bouclé. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France aujourd'hui? Vous savez, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément méprisant
à considérer que les fonctionnaires sont une variable d'ajustement et que d'un trait, on pourrait en supprimer 500 000 comme Fillon le suggère. Je crois qu'il faut d'abord avoir du respect pour les fonctionnaires et ensuite aussi tout de même dire aux Françaises et aux Français quel service public on entendrait supprimer lorsque l'on entend supprimer 500 000 fonctionnaires. Votre projet, ce n'est pas de baisser le nombre de fonctionnaires en France ? Ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif. Il y a un enjeu de rendre sans doute notre fonction publique plus efficace, plus entreprenante. Je pourrais développer ce point. Et puis, il y a des domaines où il faut renforcer la fonction publique et d'autres où il faut la diminuer. Je pense par exemple à l'éducation, où si on veut véritablement qu'on sorte de cet échec avec 20% de jeunes qui sortent du CM2 sans avoir les savoirs fondamentaux, cela signifie qu'il va falloir dédoubler des classes. C'est aussi simple que ça. Et pour dédoubler les classes, eh bien, il faut qu'il y ait plus d'enseignants. On en arrive à se poser la question du nombre de fonctionnaires en partant de l'idée que les dépenses publiques sont trop importantes en France. Alors prenons le problème à la racine. Les dépenses publiques sont trop élevées en France ? Écoutez, la moyenne... Je cherche les différences entre vous et d'autres. Non, mais je le comprends. Aujourd'hui, la dépense publique, c'est à peu près 57% en France de la richesse nationale. Oui. Dans la moyenne européenne, on est plus près de 50, autour de 49. Donc il nous semble que progressivement, il faut tendre vers cette moyenne européenne. Mais donc la question du nombre de fonctionnaires est un travail de longue durée qui ne se fait pas à coup de slogans, là aussi, 500 000 fonctionnaires de moins, et il faut qu'ils travaillent plus, et il faut qu'ils gagnent moins. Tout ça, d'abord, un, c'est n'importe quoi, et deux, c'est infaisable. Ce qui veut dire que là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est dans la plus pure des démagogies. L'Express dit ce matin que En Marche, votre mouvement, va présenter 577 candidats aux législatives. Est-ce que vous le confirmez ? D'abord, je n'ai pas lu l'Express. C'est dans votre bouche. Vous êtes cité, vous ? Ah bah écoutez, je vous le dis. Ça fait belle lurette que je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec des confrères de l'Express. Non, soyons très simples là-dessus. En toute logique, lorsque Emmanuel Macron aura été élu président de la République, il reviendra à notre mouvement de contribuer à ce qu'une majorité présidentielle se constitue. Et une majorité présidentielle, cela se constitue comment ? Avec des députés. Cela se constitue autour de personnes qui auront soutenu, qui se seront engagées sur le projet que lui aura porté. Mais s'il ne l'est pas élu, est-ce que vous les présenterez quand même ? Écoutez, il n'y a pas de raison que notre mouvement ne porte pas ses idées dans la durée. En Marche. Donc la réponse est oui. Attendez, je vais vous répondre. En Marche s'inscrit dans la durée, occupe une place majeure désormais dans le paysage politique français. Ce qu'il nous faudra observer, c'est simplement quelle est la pertinence, l'utilité, dans le contexte qui sera le nôtre, de présenter des candidats partout à partir d'En Marche, ou de rassembler, là aussi, des hommes et des femmes déjà engagés qui rejoindraient notre mouvement et qui le soutiendraient. Donc d'éventuels socialistes ? Il peut y avoir demain des socialistes, des centristes, des républicains, un modem de gauche, qui disent je souhaite soutenir le programme d'Emmanuel Macron. Donc les choses se feront dans l'ordre. Il y aura à un moment donné des appels à candidature qui seront faits, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour structurer notre mouvement, et nous assurerons, c'est un des objectifs fondateurs d'En Marche, un profond renouvellement de la vie politique française, en donnant l'occasion à des personnes qui sont soit élus locaux, soit qui ne sont jamais engagés, qui sont, comme on dit dans la société civile, de rejoindre la vie politique française. Car voyez-vous, ce qui est assez symptomatique, en France, nous aimons tous la politique. Il n'y a pas un repas de famille sans qu'on parle de politique. Les Français sont très engagés dans les associations, d'une certaine manière dans la vie publique, et pour autant, ils désertent les partis politiques. Il y a là un paradoxe qu'il nous faut résoudre. Et si on veut le résoudre, c'est en ouvrant grand les portes et les fenêtres et en ne laissant pas toujours, par un système d'appareil qui finalement s'est sclérosé, renouveler simplement une sorte de caste politique. C'est ce qu'a fait François Hollande en nommant Emmanuel Macron, d'ailleurs. Pardon ? C'est ce qu'a fait François Hollande en nommant Emmanuel Macron, par exemple. Eh bien, vous voyez que c'est un succès. Madame Christine Lagarde, patronne du FMI, a été jugée coupable de négligence par la Cour de justice de la République, mais dispensée de peine, sans inscription, tout ça sur son casier judiciaire. Que vous inspire cette décision de justice dont on a le sentiment qu'elle n'est pas très bien comprise ? Oui, je pourrais vous répondre laconiquement, comme on le dit toujours, il convient de ne pas commenter les décisions de justice. Mais vous n'allez pas le faire. Ce qui serait d'ailleurs le plus sage. Vous savez, je suis certain que cela va encore jeter le doute dans l'esprit de nos concitoyens. Ou on va dire non, on va dire non d'une pipe. Lorsqu'on fait un excès de vitesse, on est coupable. Et donc on est sanctionné.
Et lorsqu'on serait donc coupable de négligence qui aurait généré des pertes importantes, 400 millions, 400 millions pour l'argent public, eh bien, on vous donne un acte sans peine que vous êtes coupable. Et moi, de mon point de vue, sans aller au fond de l'affaire, car je ne connais pas le dossier jusque dans les détails, ce que je considère, c'est que nos concitoyens vont se trouver là un peu plus écœurés, pardonnez l'expression, mais par rapport à l'idée qu'au fond, il y aurait un système de justice, y compris pour les puissants, et un autre pour ceux qui ne le sont pas. Et là, c'est vos collègues qui ont rendu le verdict. Hein. Non, vos mais collègues parlementaires. Non, mais je le sais, c'est pourquoi... Pour supprimer la CGR. C'est pourquoi je vous dis que moi, je ne porte pas de jugement sur le fond. Ce dont je vous parle, c'est le ressenti des coups de fil que j'ai eu encore hier soir avec des amis. Question. Il faut la supprimer voilà. La supprimer. Bon, je vois qu'en ce moment, vous savez, dans le cadre de la foire aux propositions qu'occasionnent les primaires, on veut supprimer un article de la Constitution, mais pas on veut vous, supprimer Là, la le même Cour de Manuel Valls justice. vient de proposer. Bon, moi, vous savez, il faut regarder ce qu'elle a produit, cette Cour, il faut l'évaluer, il faut voir quelle est son utilité. Mais il ne faut pas là non plus raisonner par slogan. Merci Richard Ferrand d'avoir accepté l'invitation de France Info.